Au bord de l'océan Atlantique, en Charente-Maritime, c'est une véritable jungle au cœur d'une forêt de pins. Bienvenue au zoo de la Palmyre, près de Royan. 1600 animaux, 110 espèces différentes, sur un territoire de 18 hectares, avec des décors sauvages luxuriants. Ici, une seule devise, le bien-être des animaux. Quand je leur donne à manger, j'en profite pour regarder si tout le monde va bien, si les bébés vont bien en même temps. La Palmyre, c'est l'un des zoos les plus visités de France. Une arche de Noé qui attire chaque année près de 550 000 visiteurs venus admirer les vedettes du zoo et assister à des moments magiques. Regarde, le bébé, il est né il y a une demi-heure. Voici Britney, la maman girafe, et sa petite Juliette, née il y a 3 mois. Hey Juliette, avec maman? C'est bien mes filles. Une arrivée plutôt sportive. Vous découvrirez aussi la maman louve et ses 4 adorables louveteaux pour une première sortie dans leur nouvel enclos, pleine de sensations fortes. Là, ça va être la découverte de leur environnement. Donc là, ils attendent, ils se demandent un peu ce que c'est. Ils vont découvrir, sentir. Gandhi, un jeune éléphant un peu capricieux. Sa mission, s'accoupler et agrandir la famille éléphant. Un défi pas si facile à relever. Pour s'occuper de cette gigantesque ménagerie, 52 salariés à temps plein. Vétérinaires et soigneurs, amoureux de leur travail. Je sais que quand j'ai commencé mon travail ici, je dis à ma mère, j'avais 20 ans quoi. Je suis rentré, j'ai dit, oh, j'ai donné à manger à des girafes quoi. Tous de farouches défenseurs de la cause animale. Comme Océane, passionnée par ces petits singes, des varirous originaires de Madagascar. Je leur parle tous les matins, je gagatise. C'est mes maquichous. Entre naissances en tout genre et interventions médicales périlleuses, ouais, bon, on va pas plus s'embêter. mais aussi plus surprenant, des toilettes très originales, immersion trépidante au cœur d'une vie sauvage, 100% Charente-Maritime. Les bébés. Regarde, ils adorent ça. Les petites mangoustes là. Mangez là, c'est l'heure du petit festin de verre. Elle est petite. Bienvenue à tous en Charente-Maritime. Le parc animalier La Palmyre est l'un des zoos les plus visités de France. 600 000 curieux s'y rendent chaque année. 40 soigneurs et vétérinaires s'y relaient pour s'occuper de 1600 animaux et assurer la sauvegarde des espèces. Vous allez découvrir l'histoire des derniers nés du zoo. 4 louveteaux très sauvages qui vont réserver bien des surprises à leurs soigneurs. Vous suivrez aussi les premiers pas de Gandhi, le jeune mâle éléphant un peu capricieux qui vient tout juste d'arriver d'Allemagne. Le zoo compte sur lui pour faire des bébés. Vous rencontrerez également Chuck, le mâle Otari, un très fort caractère qui demandera beaucoup de patience à Dimiteur, son soigneur. Sueur froide et fou rire, c'est parti pour 100 jours avec les animaux du zoo de La Palmyre. Il n'y en a plus. 10 h du matin au zoo de la Palmyre. Il fait déjà une chaleur torride en ce début de printemps. Le thermomètre avoisine les 30 degrés. Les 1600 animaux cherchent comme ils peuvent à se rafraîchir. Heureusement, le parc compte des dizaines de points d'eau. Mais pour certains pensionnaires, la douche ne suffit pas. Ce sont eux, les alpagas originaires d'Amérique du Sud. Ils portent des kilos de laine sur le dos. Alors chaque année, pour les soulager, Thierry, le vétérinaire du zoo, doit jouer les apprentis coiffeurs. On va faire la grande marron, mais c'est pas elle qui a le plus de laine. Hein. Les clientes, les voici. Des mèches rebelles et sauvages qu'il va falloir sculpter.
Certaines sont déjà passées dans les mains expertes de Thierry. Résultat, un nouveau look parfois discutable. La tonte, c'est un moment que Thierry apprécie particulièrement. Oh, c'est un petit moment presque convivial, en fait. Mais avoir une nouvelle coupe, cela ne plaît pas forcément aux alpagas. Alors Thierry a demandé du renfort. Mais qui est-ce qui est avec nous? Il y a Anthony, il y a Franck. Il a réquisitionné ses 2 assistants vétérinaires et 2 soigneurs. On va faire une des 2 blanches. Voici la cliente du jour, particulièrement fournie. Oh la vache. Encore faut-il réussir à lui mettre la main dessus. Pour l'attraper plus facilement, Thierry a mis au point une technique. Allez, poussez. Avec une longue sangle, il va rabattre les bêtes dans leur enclos. Ouais, mais c'est bon, on rentre tout. L'alpaga pèse environ 70 kg. Un animal à fort caractère, mais pour son bien, il faut le délester de toute sa laine. Quelqu'un se met en face, là, vite, vite, vite. On en tient une et on laisse sortir les autres. L'alpaga se met à faire du rodéo. T'es sûr que c'est bon? Le spectacle en laisse d'autres un peu circonspects. Non, non, je vais faire le tour. Bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. C'est par là que ça se passe. Allez, hop. L'alpaga enfin isolé, Voilà. l'opération coiffure va pouvoir commencer. Et ben, on y va. Elle réagit, c'est normal. C'est elle qui se couche. Et il y a du travail. Mais la cliente se rebelle. Allez, reparti. Jusqu'à 3 kilos de laine qui sont souvent donnés à des fabricants. Une laine douce, idéale pour tricoter des bons pulls d'hiver. Thierry va faire les dernières retouches pour faire sa plus jolie coupe à l'alpaga. Bon, on va lui laisser des cheveux, c'est une fille. Donc elle est déjà pas mal ratiboisée. 1 heure plus tard, elle arbore une coupe assez rock'n'roll. Les autres clientes semblent admiratives. L'alpaga a perdu la moitié de son volume. Alors, qu'est-ce qui manque? Comment on fait chez le coiffeur? On donne un miroir et puis on demande à la dame ce qu'elle en pense. C'est pas mal. Puis on la lâche avec les autres pour voir comment les autres la regardent. Alors, t'es qui, toi? Un nouveau look qui laisse les autres un peu perplexes. Ce qui est assez amusant quand on les tond comme ça, c'est que quand on les lâche dans le groupe, les autres les regardent un petit peu comme quelqu'un de nouveau. Après quelques minutes d'hésitation, les alpagas ont reconnu leur congénère. La vue, c'est une chose, mais l'odorat, c'est vraiment très important. Donc, ils viennent tous la sentir pour être sûrs que c'est bien le même individu. Avec sa nouvelle coupe, l'alpaga n'aura plus à craindre les grandes chaleurs de l'été. Il y a quelques semaines, le troupeau s'est agrandi avec un petit bébé alpaga aux yeux très clairs. Ces derniers mois, le carnet rose du zoo s'est bien rempli. Des naissances presque toutes les semaines. Certaines, vous allez le découvrir, sont particulièrement spectaculaires. Comme dans cet enclos, l'un des plus grands du parc. C'est aussi l'un des plus populaires. Sur plus de 1000 mètres carrés de terrain, vivent tranquillement 6 girafes, les stars du zoo. C'est l'animal le plus grand de la planète. Kruger, le mâle du groupe, culmine à près de 5 mètres de haut et la plus petite de la tribu, Juliette, mesure déjà 2 mètres et va bientôt avoir 4 mois. Anthony est le soigneur des girafes depuis 10 ans. Alors, Milou! Chaque matin, c'est inspection des troupes. Ça va, Loulou? Oh. Alors, mes mères, ça va, ma Britney? Ça va, ma fille? Oui, ma fille. Bah, déjà, regarde si tout le monde va bien. Déjà, première chose. Donc là, apparemment, tout le monde a l'air debout. Ils ont tous l'air, entre guillemets, ravis de me voir parce qu'ils sont tous là devant moi. Donc, il n'y a rien de particulier à regarder. Tout le monde est debout, les pattes sont bien, tout est bien. Anthony est particulièrement attaché à ses pensionnaires XXL. Ça, déjà, qu'on arrive à avoir une approche avec l'animal, déjà. Bon, il y a ce petit contact qu'on a tous les matins. C'est sûr que je le prends pas dans mes bras pour lui faire un câlin. Il ne me fait pas non plus le gros câlin non plus, mais déjà, rien que ça.
Travailler avec les girafes, c'était son rêve d'enfant. Je sais que quand j'ai commencé mon travail ici, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, j'avais 20 ans, quoi. Je suis rentré, j'ai dit, oh, je suis aux girafes, quoi. J'ai donné à manger à des girafes, quoi. Si on m'aurait dit ça un jour, je pense que j'y aurais jamais cru, quoi. Il y a quelques mois, Petite fille, tu ma fille. Anthony a assisté à une parenthèse magique, la naissance d'un girafon. Juliette, la petite Juliette, 25 février, donc il va avoir 6 mois bientôt. Sa maman, Britney, qui a 9 ans. Le papa, Kruger, qui a une quinzaine d'années, facile. Un loulou. Une gestation de 16 mois. C'était le jour de Mardi Gras. Anthony revit la scène comme si c'était hier. Le soigneur avait tout préparé pour l'événement. Alors pour une litière avant accouchement, là je mets une petite couche de surface, vraiment propre. Voilà. Là, quand on part sur la mise barre, là on n'hésite pas. Là on met vraiment du volume, du volume, du volume, du volume. On arrive vraiment à une hauteur comme ça sur tout le box en fait. Et pourquoi on fait ça? Pour que ça soit, voilà, pour que l'atterrissage se fasse toujours amorti par la paille. Et pas sur quelque chose de dur comme ça. C'est pour éviter que la chute soit brutale en fait. Voici les images de la naissance de Juliette. En début de soirée, dans sa loge, Britney est sur le point de mettre bas. Tout le zoo retient son souffle. La naissance d'un girafon est particulièrement risquée. Une chute de 2 mètres de haut pour démarrer dans la vie. Heureusement, le matelas préparé par Anthony a amorti la chute. Image particulièrement émouvante de Juliette, essayant très vite, tant bien que mal, de se mettre debout sur ses longues pattes. Un bébé aux dimensions hors normes. Mais je fais 1m85, voilà, regardez à peu près. Juliette est née, elle faisait ma taille. Hey Juliette, avec maman? C'est bien mes filles. Doucement. Voilà. Aujourd'hui, Juliette est en pleine forme, pour le plus grand bonheur d'Anthony. La petite Juliette. Ah ma fille. Tes filles. Des naissances très attendues, comme celle de cette girafe. Mais parfois, les mises au monde arrivent par surprise. C'est le cas de cette rebondissante antilope de la savane africaine. Les impalas sont en pleine période de reproduction. Dans leur enclos, une femelle est en train de donner naissance à son petit. Une parenthèse magique pour des petits visiteurs très chanceux. Thomas le vétérinaire est venu lui aussi observer l'événement. De ce qu'on voit, il est en super forme. Hein. La mère s'en occupe bien, elle est à côté, elle le lèche. On voit aussi qu'il y a les autres qui viennent, qui s'intéressent à lui, donc c'est super. À peine sortie du ventre de sa mère, la petite antilope essaie de se mettre debout. Mais pas facile de tenir sur ses 4 petites pattes. Alors ses frères et sœurs vont l'aider à vite trouver son équilibre. Une question de survie dans la savane. C'est des animaux proies, hein. Donc dans la nature, c'est des animaux qui doivent se lever très 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 rapidement. Sinon, malheureusement, s'ils mettent une semaine à se lever, il y aura un prédateur qui va passer assez rapidement. En moins de 30 minutes, la petite antilope fait enfin ses premiers pas. Une démarche encore maladroite. Un spectacle toujours très touchant, même pour un jeune vétérinaire. Les naissances, c'est toujours sympa. C'est le côté, quand même, un des côtés les plus sympas du métier. Donc, de voir des jeunes naître comme ça, là, c'est le genre de choses dont on se lasse jamais, je pense. Quelques heures plus tard, le bébé impala a déjà pris sa place au milieu du troupeau. Il se lance à la découverte de son nouveau territoire. Un décor de savane made in Charente-Maritime. Quelques pas craintifs avant de se mêler à ses nouveaux amis, les zèbres, les autruches et les gnous. Comme tous les enfants, tous les petits pensionnaires de la Palmyre ont leur carnet de santé. Ce matin, à la clinique, Thierry, le vétérinaire et ses assistants préparent la visite médicale des derniers nés du zoo. On a une portée de louveteaux qui est née il y a
18 jours, pour être précis. C'est un petit peu comme les petits chiots. On a besoin de les traiter de bonne heure. Thierry veut vérifier leur état de santé avec Thomas, son vétérinaire stagiaire. Une intervention risquée qui ne doit pas traîner avec ce genre d'animaux. Il va falloir être très rapide parce que la mère va être séparée. Et puis les manipuler le minimum, mettre des gants bien sûr pour pas laisser notre odeur sur les animaux. Pas question de prendre le risque que la louve délaisse ses petits. Alors l'équipe doit prendre toutes ses précautions. C'est la première fois que la louve va être éloignée aussi longtemps de ses bébés. Personne ne sait comment elle va réagir. On vient juste d'être isolé, donc on va discrètement rentrer dans le bâtiment. Pour la première fois, les 4 louveteaux vont être examinés par les vétérinaires. Ils sont nés ici. Ils ressemblent à des petits chiots, mais ce sont des loups du Canada. L'équipe va tenter de les distinguer. Premier indice, la couleur de leur pelage. Est-ce qu'il y a un gris avec une tache blanche? Allez, le loulou. Allez, la pesée. Bon, évidemment, ça bouge un peu à cet âge-là. Hein. Un bébé qui a bien profité du lait de sa maman. Eh ben, le loulou, il est pas petit. Il passe les 2 kilos. Pour les identifier chacun, Donc, leur remettre la petite pupusse. les vétérinaires incrustent sous la peau du louveteau une puce électronique avec un numéro. Une sorte de carnet de santé qui contient des informations comme son poids ou sa taille, lisible avec un scan. Des frères et sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Le loup du Canada, qui a quand même des variations de couleurs assez importantes, puisqu'on peut avoir des quasiment tout noirs et des quasiment tout blancs. Donc ça, c'est la femelle. Pour protéger les louveteaux contre les parasites, reste à administrer le vermifuge. Le loup, un animal craint par les uns ou adoré par les autres, mais qui ne laisse personne indifférent. C'est une espèce assez emblématique. Hein. Les gens sont très très contents de voir les loups ou de les entendre. Les loups, parmi les plus grandes stars du parc. On est très contents, oui. Pour nous et pour les visiteurs, il va y avoir une grosse activité dans le groupe avec ces petits loups. Des louveteaux qui vont pouvoir enfin retrouver leur maman. Dans quelques jours, ils vont découvrir leur enclos extérieur, leur première sortie au grand air. Pour l'événement, l'équipe du zoo veut leur préparer une surprise. 2 énormes troncs d'arbres pour agrémenter leur nouvel espace de jeu. Alors faites gaffe à vous parce que là ça va glisser. Ouais. Anthony, c'est le soigneur des loups. Bon ben c'est parfait ça. Il espère que ses protégés apprécieront leur nouveau jouet. Ah bah ça va être ça là, c'est l'écorce d'acacia, vous voyez, ça se détache déjà plus ou moins tout seul. Mais eux ils vont gratter, et ça va permettre ce qui grimpe dessus, ce qui joue, et ils se font les dents dessus. Une découverte de leur nouveau royaume qui s'annonce riche en sensations et en émotions. Si le zoo de la Palmyre compte près de 250 naissances par an, encore faut-il que des couples se forment. Et certaines rencontres amoureuses sont loin d'être évidentes. C'est le cas avec les poids lourds du zoo de la Palmyre. 4 éléphants profitent de leur territoire de 2000 mètres carrés. Les plus gros mammifères terrestres deviennent de plus en plus rares à l'état sauvage. Alors le zoo de la Palmyre veut participer à la conservation de l'espèce. Il y a un an, une arrivée spectaculaire et rarissime. Le zoo a accueilli un nouveau pensionnaire de poids. Voici Gandhi, un jeune mâle éléphant de 14 ans qui débarque tout droit d'un zoo en Allemagne. L'équipe mise tous ses espoirs sur ce jeune mâle reproducteur. Gandhi a pris sa place dans son enclos avec les femelles Alix, Zia et Malicia. Mais pour l'instant, Gandhi ne semble pas être tombé sous le charme de l'une d'entre elles. Charlie, 31 ans, c'est son soigneur. Ah mon loulou, on va y aller. Entre deux, une belle complicité est née. Oh, il est assez sympa et très demandeur qu'on s'occupe de lui. Même si Gandhi prend son temps, Charlie ne perd pas espoir de voir la naissance d'un éléphanteau.
Donc on espère peut-être un futur couple, ça serait pas mal. Charlie rentre Gandhi dans sa loge pour y passer la nuit. On y va mon bonhomme. Allez, on y va mon pépère. Gandhi réagit à des sons, des mots simples, toujours en anglais. Allez Gandhi, comme. La langue utilisée par ses anciens soigneurs en Allemagne. Comme mon pépère. Super loulou, c'est très bien. Charlie l'entraîne régulièrement avec ce bâton. Donc là, je vais le fixer ici. Ça me permet de faire le tour du bâtiment pour aller le rejoindre de l'autre côté. Gandhi target. Super bonhomme, c'est très bien ça. C'est très très bien. Allez Gandhi, comme. Mais Gandhi a un caractère bien à lui. Allez, comme. Bien mon Gandhi. Le jeune éléphant n'en fait souvent qu'à sa tête. Gandhi target. Target, loulou. L'éléphant ignore totalement Charlie. Oui, il va ressortir. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ah, parce qu'il est allé où là? Il est rentré. Gandhi, comme. Mais au bout de quelques minutes, Gandhi target. Gandhi fait demi-tour. Allez, loulou. Target. C'est à lui de revenir, pas à moi d'aller le chercher. Very good boy. Puis Charlie va le conduire sur la balance, obligatoire pour contrôler son état de santé. Très bien. Donc là, je contrôle son poids, qui est 4 tonnes 200 aujourd'hui. Gandhi, go inside. Même si l'éléphant est le symbole de la sagesse en Asie, Charlie sait qu'il faut toujours rester sur ses gardes. C'est très trompeur. On a toujours l'impression que c'est un peu plan-plan, mais quand ça veut être rapide, c'est très rapide. Parce qu'il a son territoire et il faut le respecter, c'est tout. Faut s'occuper de lui là, c'est ça? Oui, c'est ça, il réclame de l'attention. Aujourd'hui, Gandhi va avoir droit avec le vétérinaire à une visite médicale. Gandhi target. Gandhi train cap. Gandhi mouse. Très très bien mon pépère. Si Gandhi a appris à ouvrir grand la bouche, ce n'est pas pour le spectacle. Thierry, le vétérinaire, en profite pour faire un check-up dentaire de l'animal. Train cap mon Gandhi. Oui. Gandhi mouse. Tu peux m'approcher. Tiens, vas-y, tu peux monter. Mouse. Oui. Il y a un petit peu de végétal qui est pris là entre la gencive et un moignon de la supérieure droite. Les éléphants ont seulement 6 dents. C'est 2 défenses. La grosse dent fonctionnelle, elle est parfaite, hein, elle est magnifique. Et 4 grosses molaires indispensables pour mastiquer sa nourriture. J'ai vu ce que je voulais voir. Suivre ça, c'est assez important parce que ça peut expliquer des petits problèmes digestifs, un éléphant qui mange moins bien ou des coliques. Pas de problème majeur détecté sur les dents. Mais aujourd'hui, Gandhi va avoir droit à une séance de soins pour le moins originale. Un polissage des défenses. C'est bien, pépère. C'est tout. Là. Une meuleuse de chantier en guise de fraise pour polir des dents XXL. Un soin nécessaire pour protéger les autres éléphants. Ok, Gandhi. Quand il est arrivé, on s'est méfié, il ne connaissait pas les femelles. Il pouvait avoir une réaction agressive et il avait les défenses très pointues. Donc on a réussi à garder ce contact et à pouvoir les limer un petit peu. Et ce n'est pas tout. Une fois par semaine, Gandhi a droit aussi à un soin des pieds. Celui qui va jouer les podologues, c'est Charlie, son soigneur. Par contre, je vais lui faire arrière gauche. Gandhi target. Gandhi side. Foot, bonhomme. Foot. Oui, c'est bien ça, Lou. Donner la patte, une position qui demande un peu de gymnastique. Très bien ça, Gandhi. Étonnamment, Gandhi, avec ses 4 tonnes, est un colosse aux pieds d'argile. La moindre petite écharde peut s'enfoncer dans son pied, l'empêcher de marcher et même le faire tomber. Nous, ça nous permet de nettoyer toutes les petites crevasses qu'il aurait dans le pied. Donc éviter qu'il y ait du sable et des saletés qui se coincent à l'intérieur, ce qui pourrait lui faire une infection dans le pied, tout simplement.
Charlie est très complice avec Gandhi. Bring, bonhomme. L'éléphant sait même rapporter un objet à son soigneur. Super mollo. Ok, Gandhi. Ça nous est arrivé qu'on, malencontreusement, on envoie un outil dans le box et plutôt qu'il marche dessus ou quoi, on préfère qu'il nous le rende et on lui échange contre une friandise. Le jeune soigneur aurait du mal à se passer de Gandhi. Je travaille 6 jours par semaine avec lui, donc on s'y attache forcément. C'est comme un protégé. J'ai besoin de prendre soin de lui, en fait. Ça me tient à cœur. Pour moi, c'était un rêve, en fait. C'est même pas un travail, c'est une passion. Un passionné qui veut se battre pour la protection des espèces menacées. Il reste moins de 500 000 éléphants dans le monde, soit 2 fois moins qu'il y a 50 ans. Alors Charlie mise tout sur son protégé. Encore faut-il que Gandhi veuille bien y mettre du sien. Toute l'équipe le sait, avec les animaux sauvages, tout peut prendre rapidement une tournure des plus surprenantes. Il est 7 h du matin. Une nouvelle journée commence dans le parc animalier, pour les 1600 animaux, mais aussi pour Anthony. Le soigneur de 40 ans s'occupe de 19 carnivores. Tous les jours, un rituel qu'il affectionne, nettoyer l'enclos d'un célèbre félin, le guépard. Et grande surprise, le soigneur n'hésite pas à entrer sur son territoire en contact direct avec le fauve. Seul Anthony arrive à s'en approcher de très près, sans se faire dévorer. C'est quand même assez exceptionnel, c'est qu'avec les guépards, oui, on peut se permettre quand même de rentrer, au moins pour nettoyer le parc. Voilà, en étant toujours un œil dessus. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est une question de confiance, c'est une question un peu de dominance. L'animal vient au contact et se méfie. Mais non, là, c'est qu'elle n'est pas habituée à la caméra, donc ça l'intrigue. Cette femelle de 8 ans n'aime pas les intrus. Fifi, non, il se passera rien. En cas de problème, impossible d'échapper au guépard. Le félin est un vrai bolide. Avec une vitesse de 110 km/h au compteur, c'est le plus rapide des animaux terrestres. Une espèce originaire d'Afrique, particulièrement menacée. Alors il y a 1 an, lorsque cette femelle a donné naissance à 2 bébés, ce fut une immense joie. Les voici dans l'enclos voisin. 2 superbes adolescents qui adorent se prélasser au soleil. Donc là, vous avez un frère et sa sœur. Donc vous avez Angèle, la femelle, qui est sur votre gauche. Et vous avez Kali à droite. Et ils ont 1 an, ils sont nés l'année dernière à cette période. Une naissance, c'est toujours un grand moment dans un zoo. Anthony s'en souvient comme si c'était hier. Il a suivi avec fébrilité la mise bas par vidéosurveillance. Les bébés ont bien failli ne pas survivre. Donc là, c'est les vidéos de la naissance des petits que je regardais du portable. Cette nuit-là, il pleuvait et il y avait beaucoup de vent. La maman guépard a mis bas à l'extérieur. Une fois qu'elle les a fait, elle est rentrée dans la cabane, mais en les laissant un petit moment dehors. Donc là, un petit moment de panique en regardant la vidéo. Des intempéries qui auraient pu être fatales aux 2 petits guépards, alors très fragiles. Mais l'instinct maternel a été plus fort. La maman a finalement ramené ses jumeaux au chaud, dans sa cabane, pour leur donner leur première tétée. Des bébés qui ont bien grandi, pour le plus grand plaisir du public, mais aussi d'Anthony. Bah, c'est trop mignon, et puis ça change, c'est sympa. Comme avec Gandhi l'éléphant, le zoo de la Palmyre a un nouvel espoir, réussir à agrandir la famille guépard. L'équipe va tenter une nouvelle rencontre amoureuse avec cette femelle dans quelques jours. Voici l'heureux élu, le majestueux Doubi, 4 ans. Un rendez-vous galant qui, vous allez le voir, va s'avérer particulièrement électrique. 2 semaines plus tard, c'est le grand jour pour les loups du Canada. Anthony, leur soigneur, prépare la scène du futur spectacle. Si après on veut que tout le monde puisse faire des belles photos, des images, puisse voir correctement. Les 4 petits loups nés il y a 1 mois attendent avec impatience de découvrir leur nouveau territoire.
une première sortie au grand air. Donc la première chose, ça va être de nettoyer le parc, vérifier aussi que le parc soit sécurisé, que tout soit OK avant de sortir les animaux. Les petits loups vont explorer tous les recoins de leur nouvel espace de vie. Ils risquent de toucher à tout et pourraient se blesser. Donc là, ce matin, en plus, je vais leur mettre quelques branchages. Anthony leur rajoute de quoi s'amuser. Pour le jeu, pour qu'ils mordillent, pour qu'ils se courent un peu après et puis qu'ils affinent un peu leur caractère entre eux. Tout est fin prêt. Puis on va pouvoir sortir des loups. La première à s'élancer, la grande sœur. Suivie de près par la mère louve. Mais aucune trace des 4 petits loups. La maman décide d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le premier louveteau pointe enfin le bout de son nez. Suivi à la queue leu-leu par ses 3 frères et sœurs. Ah bah là, ça va être la découverte de leur environnement. Donc oui, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils vont aller, ce qu'ils vont faire, mais ils vont découvrir, sentir. À pas de loup, les louveteaux découvrent une multitude de nouvelles sensations. Le vent, le soleil, tout est nouveau pour eux. Les rochers, la marche dans le sable mou. Mais ce qui les intrigue le plus, c'est le petit plan d'eau. Et là, ils attendent, ils se demandent un peu ce que c'est. Donc ils ont vu que la mer pouvait quand même traverser, donc là, ils s'interrogent. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, mais bon. Un monde du dehors encore un peu effrayant. Alors ils recherchent la protection de leur maman. Pour l'instant, elle prend un peu ses distances. Alors ils font tout pour attirer son attention. Ils communiquent entre eux, là. Ouais, ils appellent leur mère, et puis ça leur permet aussi de se situer un peu quand ils ne se voient plus. Il leur faudra quelques heures avant d'être en confiance dans ce nouvel environnement. Les gros troncs d'arbres installés par Anthony n'ont pas beaucoup de succès. Ce qui les intéresse beaucoup plus, ce sont les branchages. Non, c'est bien les branches, ça va les occuper pendant un petit moment. Un bon moyen de se faire les dents et un peu de répit pour la maman louve. Une vie au grand air qu'il semble particulièrement apprécier. Et ce n'est que le début de cette belle aventure. Les loups, comme tous les carnivores du parc, consomment des dizaines de kilos de chair fraîche par jour. Toutes les semaines, 400 kilos de viande et 2 tonnes de fruits et légumes sont avalés dans le zoo par les 1600 pensionnaires, sans compter les kilos de branchage et les 7 tonnes de foin. Les repas au zoo de la Palmyre, c'est toute une logistique. Ce matin, c'est livraison à l'entrée du parc. Des aliments qui viennent des primeurs ou des marchés du coin. Tous ces cartons pleins de nourriture seront engloutis en seulement une semaine. Jérôme, c'est le directeur adjoint du zoo. C'est lui qui s'occupe des commandes. Alors, ce sont des carcasses de poulet pour nos carnivores. Donc, guépard, loup, panthère. Environ 150 kilos de poulet dévorés chaque semaine. Mais dans le parc, 80% des animaux ne mangent pas que de la viande. Des repas de qualité pour ces pensionnaires, seulement du premier choix. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment très varié. Donc là, cette semaine, on a de la très très belle mangue. À aucun moment, on donne des fruits pourris à nos animaux, bien sûr. C'est du top qualité. De la salade fraîche, des poireaux. Ça sent bon. Ils aiment ça. Et pour le plus gros mangeur du zoo, l'éléphant, des milliers de carottes. Et des palettes entières de pommes. On a tout pour cette semaine. C'est parfait. Un budget conséquent, 8 000 € par semaine de nourriture. Les animaux qui consomment le plus de fruits et légumes, ce sont les primates.
Bienvenue dans l'archipel des singes, qui compte une dizaine d'îles verdoyantes, 28 espèces différentes et près de 200 primates issus des 4 coins du globe. Des gorilles, des chimpanzés ou les minuscules tamarins lions dorés originaires du Brésil. Des singes vraiment très gourmands, mais aussi très chanceux. Sur leur secteur, ils ont le meilleur cuisinier du zoo. Yannick est soigneur dans le parc depuis 29 ans. Ce sont des petits futés en plus. Il s'occupe d'une soixantaine de petits protégés. Des petits singes qui mangent jusqu'à 4 fois par jour. Près de 100 petits plats que Yannick prépare avec amour avec sa collègue Amandine. Comme tout grand chef, Yannick a sa propre cuisine dans l'espace abrité des petits singes. Les petits primates sont en effervescence. Ils vont bientôt déguster les petits plats de Yannick. C'est un vrai cordon bleu. Le plus fastidieux pour le cuisinier, couper tous les aliments en petits dés pour éviter les bagarres. Alors c'est pour les raisons, pour les problèmes de hiérarchie dans les groupes, parce que si on donnait les fruits entiers, les dominés ne mangeraient absolument rien. Donc on est obligé de faire des petits morceaux, comme ça chacun vient grappiller et part manger après dans son coin. Yannick coupe jusqu'à 35 kilos de fruits et légumes par jour. Il faut 4 heures pour préparer tous les repas. Le soigneur pourrait bien devenir un chef étoilé de la gastronomie animale. J'ai encore un peu à apprendre quand même, je pense. Il a un sacré coup de main et il sait rendre ses petits plats appétissants. Avec toujours des petits assaisonnements maison. Cocktail vitamines, protéines et oligo-éléments. Parce qu'il n'y a pas assez de vitamines dans les fruits et légumes. Par rapport à ce qu'ils peuvent trouver dans leur forêt d'origine, je pense qu'on est un peu loin du compte. Donc on est obligé de complémenter quand même. Chaque jour, Yannick cuisine pour un pensionnaire pas comme les autres. Alors dans ce plat-là, je suis obligé de couper tout petit parce qu'on a un petit singe qui a un léger handicap, qui a un problème neurologique, donc il ne peut pas se servir de ses mains comme il voudrait. Un petit singe handicapé par un problème de coordination des mouvements. Un tamarin qui n'est pas aussi habile que ses petits copains. Tu viens là, Coco ? Yannick observe tous les jours les progrès de son petit protégé. Comme vous pouvez le voir, avec les mains, c'est pas encore tout à fait ça. Malgré son handicap, le petit singe se régale. Et ça s'appelle mettre les pieds dans le plat. Passionné depuis toujours par la planète animale, Yannick ne changerait son job pour rien au monde. Quand on m'a proposé ce secteur, j'ai dit pourquoi pas, et du coup, je m'y suis attaché de plus en plus, parce que c'est vrai qu'ils sont très attachants. À l'autre bout du parc, il y a un autre soigneur qui éprouve une passion pour les primates. Océane, 26 ans. Elle prend soin depuis 2 ans des capucins et des varirous. Ça va, Chou ? Chaque jour, Océane a une crainte. Perdre un de ses 14 petits protégés. Ok, ouais, c'est un réflexe tous les matins. Alors je les compte les soirs, le matin, je les compte quand je sors, je les compte quand je rentre, je les compte tout le temps. Pour vérifier qu'ils ne soient pas là, non, ils ne vont pas s'échapper, hein, ils ne vont pas s'envoler, mais c'est un top, on va dire. Les capucins sont originaires du Brésil. Ils ont beau se ressembler, Océane arrive à les distinguer. Ils ont toutes une tête différente, hein, quand on regarde bien. Donc le mâle dominant, il a évidemment le casque. Des singes casqués qui ont chacun leur prénom. C'est par rapport à leur caractère ou par rapport à ce qu'ils aiment. On a Mignonne parce que elle a une tête de mignonne. On a Titi parce que nos mâles capucins, on les appelle tous Titi. Des capucins espiègles. Océane s'occupe d'une autre espèce qu'elle affectionne également, les varirous. Pour eux, c'est l'heure de la promenade. On y va ? Et du déjeuner. Allez. Un moment privilégié d'intimité avec eux. Allez, bébé ! Qu'Océane adore. Moi, je fais toujours attention parce que forcément, ils ont des petites dents. Je les laisse pas trop monter dessus, mais c'est le moment que j'adore le matin. On arrive, on leur donne à manger chacun. Océane en profite toujours pour passer en revue toute la troupe.
Quand j'arrive, quand je leur donne à manger, j'en profite pour regarder si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de plaies, s'il n'y a pas de tension aussi, si les bébés vont bien en même temps. Là, a priori, ce matin, tout le monde va bien. La jeune soigneuse a mis du temps à reconnaître tous les membres de cette famille originaire de Madagascar. Là, j'ai de la chance, ils ont tous une tache différente qui permet de les différencier. Donc là, il y a juste l'anneau à la queue. Donc ça, je sais que c'est une femelle de 2017. Alors, ils ont tous des noms malgaches. Bako, ça veut dire belle jambe. Elle a toute une trace blanche sur la jambe. La petite famille vient de s'agrandir. Un bébé qui va fêter ses 6 semaines et qui fait le bonheur d'Océane. Depuis que je suis sur secteur, c'est la première naissance et je suis super contente. Je leur parle tous les matins, je gagatise. C'est mes maquichous. Pour distraire la tribu, Océane n'hésite pas à leur inventer de nouveaux jeux. Non, c'est des pommes de pin. Alors, pommes de pin, parce qu'on va les cacher des tout petits bouts de fruits à l'intérieur. Les inciter à chercher leur nourriture, c'est un moyen de rappeler aux singes la forêt tropicale de leurs origines. On appelle cela l'enrichissement. Notre but ici, c'est quand même de préserver leur instinct sauvage. J'essaye de faire ça bien caché, que ça soit pas si facile. Mais pas sûr que ce nouveau jeu emballe les capucins. Est-ce que ça va les intéresser? Parce que ça se trouve, ils vont les voir tomber et puis ils vont rien faire. Là, c'est un échec. Océane se lance. Gad! Alors là, le but, ça va être que tout le monde en ait. Il faut bien viser. À l'impact sur le sol, des morceaux de fruits se dispersent dans le gazon. Ah. Ça tient pas trop, mon affaire, quand même. Océane observe attentivement les réactions. En quelques minutes, certains commencent à se prendre au jeu. D'autres à perdre patience. Elle commence à s'énerver. Elle doit pas réussir à attraper les petits bouts de pommes, alors du coup, elle tape la pomme de pin sur le bois. Ça y est. La trouvaille d'Océane semble avoir marché. Oui, ça fonctionne. Là, tout le monde s'intéresse. Je suis plutôt contente, là. Il va falloir qu'Océane invente de nouveaux jeux pour continuer à satisfaire ses animaux préférés. À l'autre bout du zoo, c'est le grand jour pour les guépards. Il faut bien se rappeler qu'on va traverser ce parc et qu'il y a le guépard dedans. Aujourd'hui, l'équipe va tenter une rencontre amoureuse entre deux félins. L'objectif à terme, la naissance de bébés pour la conservation de l'espèce. Thierry et Thomas, les deux vétérinaires, vont jouer les entremetteurs. Voici Doubi, le mâle reproducteur. Les mâles et les femelles ne vivent pas ensemble toute l'année, en fait, comme ça se fait dans la nature. On va ramener notre mâle proche de la femelle. Ce sera d'abord des contacts indirects via un grillage et puis après des contacts directs dans les jours à venir. Mais avant de le conduire à sa promise, il va bien falloir le capturer. Pas évident avec cet animal sauvage. Doubi vit avec un vieux mâle de 11 ans. Ok, tu t'en vas. Il prend sa place, tout va bien. Pour capturer le guépard, Thierry a une technique infaillible. Lui, on va l'envoyer dans le piège. Le vétérinaire veut faire entrer le félin dans ce long tunnel en grillage. Voilà. Donc là, théoriquement, il se souvient de la leçon. Il est quand même allé plusieurs fois. Il va aller dans le tunnel. Va, bonhomme, va. Voilà. OK. Donc là, on va aller chercher la caisse qu'on va installer. Deuxième étape, faire entrer Doubi dans une caisse de transport. Pas sûr que le fauve accepte de monter dans la grosse boîte. Allez, on l'approche. Qu'est-ce qui grimpe? C'est Thomas qui va se charger de refermer la trappe. Tu fais un ou deux allers-retours pour être sûr que la trappe fonctionne bien. Voilà, si tu restes, il faut que tu restes à peu près à cette hauteur-là. Thierry va rabattre le guépard dans la caisse en bois. Le vétérinaire entre dans le tunnel avec un outil fabriqué maison. Un bouclier de gladiateur pour tenter de rabattre Doubi dans la caisse.
En douceur, parfait. C'est bien. Thierry est fier de lui. Un plan sans accroc. Doubi, lui, est un peu vexé de s'être fait piéger. On va passer par la droite, un rookie est à gauche. Le félin va pourtant avoir une belle surprise. Il va retrouver une femelle. Allez, on lève. Une rencontre amoureuse qui peut s'avérer risquée. Il faut vraiment que la femelle accepte le mâle pour qu'il y ait accouplement. Mais ça peut toujours être un peu tumultueux au départ, on va dire, et un petit peu conflictuel. C'est le moment de passer à l'action. Toute l'équipe retient son souffle. C'est Anthony qui va jouer les Cupidons. Mettre Doubi et sa femelle en relation pour un speed dating explosif. Si la femelle est justement pas en chaleur, oui, elle va pas être forcément prête pour ça. Donc elle risque de lui faire comprendre en mettant un petit coup de patte. Oh, le mâle est toujours plus ou moins prêt. Encouragé par son soigneur, Doubi va se montrer très intéressé. Doubi, allez le gros. Les relations amoureuses entre guépards, c'est tout un rituel. Dans l'enclos, pas de traces de la femelle. Seulement son odeur. Le but là, c'est que le mâle sente un peu les odeurs de la femelle. C'est ce qui va déterminer justement si elle est en chaleur ou pas. En reniflant les odeurs d'urine, Doubi cherche à savoir si la femelle est prête pour l'accouplement. Au cas où il ne la croiserait pas, Doubi va lui laisser un message à sa façon. Vous voyez, il marque là. Ça va lui permettre aussi de marquer un peu sur certains endroits pour que la femelle sache qu'il y a eu le mâle qui est passé là. Pour l'instant, la parade amoureuse de Doubi fait chou blanc. La fiancée s'est retirée dans sa cabane. Doubi va tenter une première approche. Mais la femelle ne bouge pas d'un cil. Doubi commence à s'impatienter. Anthony veut intervenir. Je vais faire une tentative de la sortir un petit peu, juste pour voir. Fifi, allez ma belle. Hop là. La femelle refuse les avances. Peut-être pas le bon alignement des planètes aujourd'hui pour cette rencontre. Ça sera pas pour aujourd'hui. Là, ça veut dire qu'elle est vraiment pas réceptive. Tête basse, Doubi s'en va. Sans doute encore un peu vexé. Stop, Doubi. Comme dans la nature, le mâle regagne son territoire avant de revenir tenter sa chance dans quelques jours. Mais pas question de baisser les bras pour Anthony. Depuis 1992, le zoo de la Palmyre a vu naître 80 guépards. Quelques jours plus tard, même combat du côté des éléphants. Charlie, leur soigneur, n'a qu'un rêve, assister à la naissance d'un éléphanteau. Mais c'est loin d'être gagné. En attendant, chaque matin, toujours le même rituel. Faire le ménage sur leur territoire avant leur sortie. Un moment qu'il apprécie particulièrement. On entend un peu tous les animaux du zoo qui se réveillent gentiment. On va entendre le lion quand il va sortir, on va entendre les gibbons faire leur cri du matin. C'est plutôt un cadre agréable. Avec des corvées un peu moins poétiques. On fait des tas avec les crottins et le foin de la veille pour que le parc soit propre et prêt pour la journée. C'est assez volumineux et assez lourd. Il faut dire que l'éléphant mange environ 100 kg de nourriture par jour. On rajoute du foin donc dans ces grosses buses en béton, ce qui les occupe une bonne partie de la matinée puisqu'ils sont obligés de sortir le foin par les petits trous qu'il y a là. Tout est prêt pour la sortie des éléphants. Chaque jour, Charlie croise les doigts pour que son protégé Gandhi se décide à rencontrer l'amour et passe à l'action. Au bout d'un an, l'espoir de la naissance d'un éléphanteau s'amenuise. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Gandhi s'avance d'un pas nonchalant vers les femelles. Il commence la journée par une petite douche. Puis le quatuor se rue sur le petit déjeuner. Gandhi est de plus en plus décontracté. Et surprise ce matin, il se rapproche de Alix, une femelle de 37 ans.
Gandhi commence même à être entreprenant. C'est aux visiteurs du matin que Gandhi va réserver ses premiers gestes d'amour. Une intimité amoureuse qu'une autre pensionnaire tente de cacher comme elle peut. L'équipe du zoo y croit, surtout Charlie. Super bonhomme, c'est très bien ça. La naissance d'un éléphanteau arrivera probablement, mais il faudra se montrer patient. La gestation d'un éléphant est particulièrement longue, 22 mois. Pour d'autres animaux, il faut bien moins de temps pour assister à un heureux événement. Le zoo de la Palmyre, c'est aussi le paradis des oiseaux. 770 volatiles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Des oiseaux qui adorent prendre la pose pour la photo. Des espèces originaires, des contrées les plus glaciales. Des montagnes rocheuses aux États-Unis, comme ces rapaces. Ou des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Plus de 500 œufs pondus en moyenne. Des éclosions qui donnent des centaines de petits chaque année. Pour suivre ces innombrables naissances, Max. Ce soigneur, c'est l'ange gardien des oiseaux. Panier en main, sa journée commence par une chasse aux œufs version fête de Pâques. On va arriver au niveau du nid des grues Antigone. Donc là, on va juste checker, elle nous a entendu, que les œufs soient bien en place. Des mamans grues très protectrices. Elles sont là, on va pas trop s'approcher du grillage, parce qu'elles sont quand même assez dangereuses. Donc là, on voit bien l'adulte avec les œufs sur le petit nid. La maman grue donne de la voix. Elle n'aime pas du tout que l'on s'approche de sa couvée. Donc là, j'ai contrôlé que les 2 œufs des grues Antigone étaient bien en place. Là, ils sont bien en place sur le nid. Tout est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser tranquille, se remettre sur les œufs pour les couver. Des œufs qui vont éclore dans la nature. Mais ce n'est pas le cas de tous les oiseaux du parc. Chez les pélicans et les cigognes, Max va contrôler la température d'un œuf. Un œuf un peu spécial. Donc là, c'est un œuf factice. On a récupéré le vrai pour éviter qu'il tombe à l'eau. C'est pour éviter que des prédateurs puissent venir, donc, du coup, manger les œufs. Dans la nature, la plupart des œufs ne donneront pas de petits. Ils sont vides, cassés ou mangés avant d'éclore. Pour protéger l'œuf de l'appétit d'autres espèces, Max l'a remplacé par un leurre, une coquille vide remplie de plâtre. Pour le sauver, Max l'a emmené dans un endroit très spécial, une pièce très sombre. Donc là, on se trouve dans la salle d'incubation, en fait, où on place tous les œufs qu'on récupère. Donc du coup, on les élève ici à la nurserie. Dans ces couveuses chauffées entre 34 et 36 degrés, les petits volatiles grandissent tranquillement, comme s'ils étaient couvés par leur mère. Avec cette machine qui projette un flux lumineux, Max peut mirer les œufs et voir à travers. Voilà. Et là, il bouge. Le petit bouge là. Des semaines à patienter avant le grand jour. Dans un de ces incubateurs, au moment de l'éclosion, un petit oiseau commence à casser la coquille avec son bec pour sortir. C'est ce que l'on appelle le bêchage. Aujourd'hui, à l'oisellerie, Isaline, la collègue de Max, attend une heureuse nouvelle. Bon, on va aller voir si le pélican a éclos. Un petit pélican vient de sortir de sa coquille. Ah, ça y est, il a éclos. Un oisillon qui naît sans plumes. C'est un nouveau-né, c'est comme chez nous les humains, c'est assez fragile, c'est délicat. Et ils naissent tout nus. Là, on va aller le peser. Des bébés qui doivent rapidement prendre du poids et des forces pour retrouver leur famille. Lui, 123. 123 grammes, un poids plume. Max les nourrit avec beaucoup d'affection dès leur premier jour à la nurserie. La petite cigogne blanche, maintenant elle mange toute seule. Elle est âgée de 7 jours, celle-là, elle a une semaine. En fait, les parents, ils trouvent la nourriture dans la nature, qu'ils emmènent au nid. Et en fait, ils prennent tout simplement comme ça. On fait la même chose que les parents pourraient trouver en nature.
Dans quelques semaines, le petit cigogneau va retrouver sa mère et toute sa famille. Ils sont posés tous les matins, sachant que les cigognes, en fait, une fois qu'elles ont atteint les 300 grammes, elles sont remises sur le nid avec les parents. Tous les œufs de l'oisellerie ne vont pas éclore sous l'aile protectrice de Max. Un œuf de flamant rose de Cuba a passé quelques semaines à la couveuse. Pour le transporter, Max l'a mis au chaud dans une boîte, car il va bientôt réintégrer le nid familial. Alors en fait, à la base, on l'a récupéré parce qu'il y avait de l'eau dans le nid, donc on ne pouvait pas laisser les œufs dans l'eau. On a placé un œuf factice. Et du coup, maintenant que le temps est plus propice, qu'il pleut moins et que les nids sont un peu plus secs, on va les remettre, le vrai œuf, dans le nid en fait. Pour remettre l'œuf auprès de sa mère, Max va devoir rejoindre l'île aux flamants roses en traversant l'étang avec ses cuissardes de pirate. Donc là, on va s'approcher doucement pour éviter en fait tout simplement que les autres adultes sur les autres nids fassent tomber leurs œufs. Une mission en mode commando pour Max qui commence plutôt bien. Là, ça tombe bien, c'est parti. La maman vient juste de déserter son nid. Max doit faire très vite. Je vais récupérer l'œuf factice, il faut, et placer le vrai. Mission accomplie. Reste à espérer que la maman flamand couvre son œuf pour l'amener jusqu'à terme. Il trouve quand même qu'il y a un petit problème, l'œuf a changé. Donc on va surveiller jusqu'à temps qu'il y ait un des adultes en fait pour remettre sur l'œuf. Les flamands ne vont y voir que du feu. Voilà. En espérant que d'ici une semaine, à la place de cet œuf, il y a un petit flamand. Un événement dont Max ne se lasse jamais. Une semaine plus tard, en observant l'île des Flamants Roses, Max va avoir une belle surprise. Là, je regarde en fait les petits qui sont sous le nid. Des petits viennent juste de sortir de leur coquille. On en voit un qui est en train de se faire nourrir juste devant nous. Des bébés flamants roses nourris de bec à bec par leur maman, qui quittent le nid dès qu'ils peuvent marcher et manger tout seuls. Dans un espace de vie confortable, très proche de la nature. Il n'y a pas vraiment de grillage, c'est pas vraiment ce qu'on peut dire un enclos ou une volière, quoi. Ils sont vraiment dans des parcs un peu plus grands. Au total, 11 flamants roses sont nés à la Palmyre cette année. Des bébés qui pourront mesurer jusqu'à 1,30 m à l'âge adulte, peser 3 kg et vivre jusqu'à 75 ans. Un record. Et si vous avez toujours voulu savoir pourquoi ils sont roses, la réponse est étonnante. Ils se nourrissent de crevettes qui leur donnent cette si jolie couleur. Au zoo de la Palmyre, il y a des animaux absolument craquants, comme les adorables petites loutres. Certains majestueux et d'autres au charme plus discutable. Dans ce vivarium de 500 mètres carrés, vivent les animaux les plus redoutables de la vie sauvage. Des serpents, comme les pythons ou les anacondas, mais aussi 2 crocodiles du Nil. Ce petit bout de jungle très humide, c'est l'antre de David, le soigneur des 76 reptiles. Pour les crocos, c'est l'heure du resto. Les crocodiles peuvent jeûner pendant des mois. Une façon d'économiser un maximum de calories jusqu'au prochain repas. Des prédateurs qui semblent endormis la plupart du temps. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Tico! Tico! Les crocodiles ne se déplacent que pour une bonne raison. Les repas. Viens gros! Allez gros! Allez! Avec ces animaux qui datent de la préhistoire, David a réussi à établir une forme de dialogue. J'essaye aussi d'avoir un petit contact avec eux. Donc des fois, j'essaye de les appeler, savoir s'ils m'écoutent, s'ils me répondent. Ils entendent très bien. Donc en fait, je pense qu'ils reconnaissent la voix. Voilà. David murmure des mots doux à l'oreille de la femelle crocodile. Allez, gros. Kalila. Ouais, allez, viens. Ah, Kalila.
David leur trouve même un côté attachant. Pas vraiment évident au premier abord. C'est quand même un petit moment convivial entre moi et eux. C'est vraiment un petit, rapprochement et j'essaye de les observer justement à ce moment-là. J'essaye aussi d'apprendre sur eux et voilà. Le soigneur est fasciné par ces bêtes redoutables. Oh, c'est quand même un sacré spectacle quand même parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. On ne s'approche pas des crocodiles comme ça tous les jours, donc c'est vraiment quelque chose de spécial. J'ai la chance de pouvoir le faire. Le crocodile du Nil peut vivre 80 ans. C'était un animal sacré pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les mastodontes peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser 1 tonne. Un des plus gros reptiles du monde et un chasseur redoutable. Il peut engloutir un gnou ou un buffle entier. Dans la nature, les crocodiles mangent peu. Alors David fait très attention à leur ligne. Je les nourris seulement 1 fois par semaine. Il faut éviter de les nourrir de trop, sinon ils grossissent énormément et c'est vraiment pas bon pour leur santé. Dans le registre des animaux mal aimés, David a une autre passion, les serpents. Il prend toujours leur défense. C'est assez particulier parce que beaucoup de gens s'y désintéressent parce que justement ça bouge très rarement. Ah, c'est quand même assez fascinant quand même. Il faut seulement s'apprendre à les regarder, à les observer tout simplement. David aime tellement les serpents qu'il les prend même dans ses bras pour les soigner. Il est le seul à pouvoir les attraper. 3 pitons doivent subir des tests avant de partir dans un autre zoo. Thierry, le vétérinaire, veut savoir s'ils sont porteurs d'un virus. Pour en avoir le cœur net, il va prélever la salive du python avec un écouvillon. Il y a quelque chose qui ressemble à un coton-tige. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas traumatique et qui permet de récupérer des petites particules ou du mucus qui est dans la trachée. Si jamais il était contaminé par un virus, il y aurait ce virus donc, sur l'écouvillon et le laboratoire sera capable de nous le dire. Pour prendre les reptiles en main, il faut être un peu aventurier. Vous n'avez aucune appréhension de les prendre dans les mains? Si, mais c'est justement ce que j'aime. L'adrénaline justement de tout ça en fait. David est soigneur professionnel. Il est habitué à prendre des précautions. Il faut toujours faire attention. Voilà, faut savoir les manipuler, il faut les connaître parce qu'ils sont tous différents. Hein. À chaque moment, ils peuvent mordre. Les plus grands serpents sont capables d'avaler des animaux de la taille d'une antilope. Le python molure, un des plus gros serpents de la nature, peut dépasser les 6 mètres de long et peser jusqu'à 100 kilos. Il faut seulement bien la prendre à la tête pour éviter les morsures. Et après, chacun va tenir le serpent pour éviter justement qu'il s'entoure ou qu'il se débatte. La spécialité de ce python molure, entourer ses proies pour les étouffer. La queue du serpent s'est infectée. Thierry, le vétérinaire, veut vérifier si la blessure est guérie. Bon alors, faut quand même savoir dans quel sens on va se mettre là. L'animal mesure près de 4 mètres, avec des muscles puissants tout le long de son corps. Bon, moi je vais être ici avec la queue. Ce qu'on peut faire de malin, c'est la queue va être là et la tête va être là. Contenir un gros python, c'est une manipulation délicate. David s'empare de la tête du serpent. Voilà, tu avances là-bas. Non, tu avances là-bas et les autres prennent... Vas-y, allez-y, prenez un petit bout. Il faut être 4 pour contenir le reptile. Une personne tous les 1 mètre. David, tu reviens vers nous. Voilà. David, c'est un peu le Tarzan du zoo de la Palmyre, un soigneur intrépide. Il n'y a pas de pointe à sauter, il n'y a pas du tout de liquide, il n'y a pas du tout de tension. La cicatrisation, elle est parfaite. Hein. Un python en pleine forme. Reste à le remballer dans son vivarium. Et là, on le garde en quarantaine pendant quelques jours pour pouvoir l'observer et justement attendre que tout se passe bien. Des animaux à sang-froid qui ne laissent personne indifférent. Dans ce zoo, il y a aussi des animaux au pouvoir de séduction redoutable. Les voici sur leur territoire. 6 otaries de Californie
entre 3 et 23 ans, nés à La Palmyre ou dans d'autres zoos européens. Ouais, Chuck. Chaque semaine, Chuck et Peebles passent sur la balance. Dimitar prend soin des otaries depuis 28 ans. C'est leur ange gardien. 78,5. Les otaries ont aujourd'hui un soin pour le moins surprenant. On passe à l'intérieur. Nous allons brosser les dents d'abord à Pelos et après Chuck. On essaye surtout d'empêcher la formation de ponts de calcaire entre les dents, qui pourrait être dangereux après pour la santé de l'animal. Étonnant. 2 à 3 fois par semaine, Dimitar brosse les dents de ses protégés. Chuck et Peebles ont des dents noires bien acérées. On va rincer la salive qui est dedans. Les otaries se lavent les dents exactement comme les humains. Alors, brosse à dents. Dentifrice. Ça existe en différents goûts. Avec des dentifrices goût volaille ou goût poisson. Ah bien sûr, les dents, c'est une chose que pas tout le monde aime, même nous. Dimitar a mis longtemps pour faire accepter aux otaries de se laver les dents. Les dents bien brossées, retour dans leur bassin. Du côté des loups du Canada, les petits louveteaux nés au zoo ont bien grandi. Ils ont presque 2 mois et restent toujours collés à leur mère, qui les nourrit plusieurs fois par jour. Des louveteaux en pleine forme. Thomas, l'assistant vétérinaire, est très concentré ce matin. Il doit gérer seul une mission délicate. Donc là, ce matin, je suis tout seul et donc on est en train de préparer la vaccination des petits louveteaux. Donc leur première vaccination, ça y est, ils ont 2 mois. Donc comme pour un chiot, en fait, ils vont être vaccinés à leurs 2 mois. C'est assez agréable aussi de pouvoir progresser dans ce sens-là et de prendre un peu d'autonomie. De l'autonomie dans un métier dont il a toujours rêvé. On prend l'habitude du parc, des soigneurs, des animaux. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il y a beaucoup de diversité. Il y a un côté préservation des espèces qui est quand même aussi très intéressant. Thomas ne sait pas comment les louveteaux vont réagir. C'est une première pour le jeune vétérinaire. Ils sont un peu plus gros. Ça va être de plus en plus difficile, on va dire, de les avoir en main. Ben voilà, je crois que c'est bon. Je vais prendre un papier, les valises, et puis on va y aller. 1 an qu'il travaille ici. Depuis son arrivée, Thomas a pris confiance en lui. C'est sympa, ouais, le matin de pouvoir circuler tranquillement dans les allées sans visiteur. Bon, c'est aussi une des parties agréables du métier, de pouvoir se promener tranquillement dans le zoo. Tu es super à l'aise, non? Bon, super à l'aise, je sais pas, mais en tout cas plus à l'aise qu'au début, ça c'est sûr. C'est le moment de passer à l'action. La pression monte. Salut les gars. Vous êtes 2 du coup? Oui, bah oui. Parfait, super. Allez, on y va. Allez, vas-y, ça. Les petits loups ont bien grossi. Plusieurs kilos en 2 mois. Alors, on va prendre son identification. Alors, c'est 39 578, celui-là. Leur pelage aussi a évolué. Les taches distinctives de la naissance ont disparu. Ok, alors vaccin. Pendant ce temps, tu essayes de regarder si jamais tu trouves un petit signe distinctif. Quand on les voit dans l'enclos, par exemple, qu'il y en a un qui boite, avec les couleurs, si on sait exactement qui c'est. Pour l'instant, les petits loups sont encore dociles. Mais plus pour longtemps. Ouais, ben on verra par rapport à l'autre. Donc ils ont un peu plus de jus que la dernière fois. Ouais, ben on va pas plus l'embêter. Les louveteaux commencent à affirmer leur instinct sauvage. Dans quelques jours, il ne sera plus possible de les approcher aussi facilement. À l'extérieur, la maman louve s'impatiente. Anthony ouvre la trappe et c'est la délivrance. Aujourd'hui, le soigneur leur a préparé une surprise et pas des moindres. Une partie de pêche à l'écrevisse. Les petits louveteaux sont un peu étonnés de ces fruits de mer qui sautent. Alors c'est leur mère qui va montrer la technique. Des louveteaux, toujours à la découverte de nouvelles sensations.
comme les 1600 pensionnaires du zoo de la Palmyre, ils continueront encore bien longtemps à faire le bonheur de tous les amoureux des animaux, petits et grands.